Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invitée du jour s'est faite connaître sans se montrer, au gré des mots qu'elle inscrivait délicatement sur son compte Instagram. C'est par des bouts de vie, des morceaux choisis de son existence qu'elle a réussi à séduire un auditoire féru de littérature et de belles lettres. Son style polymorphe lui permet aussi bien de rendre hommage à la poésie de Musset qu'au punchline de Booba. Et pour autant, je pense que ce qui plaît dans sa plume, c'est sa spontanéité mordante, alliée d'une fausse insouciance. Si elle cite les grands classiques de la littérature comme source d'inspiration, c'est pourtant bien l'expérience de notre époque qui lui a offert quelques-unes de ses meilleures idées, écrire pour des inconnus leur propre biographie Tinder. Le concept a fait mouche jusqu'à lui attirer les faveurs d'une autre application de dating pour qui elle a signé plusieurs textes promotionnels. En 2023, son roman L'indélicatesse des mots invite ses lecteurs à découvrir le fil qui rattache tous les portraits et les instants partagés noir sur blanc sur les écrans de ses followers. On y lit également le témoignage plus intime d'une autrice qui nourrit son œuvre de son quotidien, de ses pensées, de ses soirées et de ses rencontres. C'est d'ailleurs l'alliance de ces deux dernières thématiques qui a donné vie à une œuvre d'un autre domaine qu'elle affectionne, la musique. On la savait mélomane, on l'a découverte récemment chanteuse, façon talk-over sur un rythme dance floor. Mais là encore, la référence est littéraire, car le titre s'appelle Un roman d'amour. Afin d'en découvrir davantage sur ses inspirations, comme sur les aspirations de celle qui est derrière le compte Instagram La délicatesse des mots, nous nous sommes retrouvés à Paris, rue Charlot, dans un de ses bars préférés, le café Charlot, pour prendre un café au comptoir. Bonjour Sarah, Denis. Bonjour Alexis. Alors, on est donc dans ce bar. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un bistrot? Qu'est-ce qui fait que ce lieu va t'attirer plutôt qu'un autre? Comment ça se passe? Alors moi déjà, j'ai beaucoup traîné dans ce coin-là quand j'étais plus jeune parce que mes meilleurs amis habitent ici. Donc c'est vrai que on allait souvent au marché des enfants rouges, on passait On est juste souvent, en face. Ouais. Ouais. Et donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce quartier. Aussi je ne sais pas pourquoi, c'est le hasard, mais j'ai eu beaucoup de rendez-vous galants ici que je n'ai pas moi-même organisé, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de mecs qui m'ont invité à boire des verres ici. Les hommes du 3e sont-ils très courtisés? Je sais pas, c'est fou en plus parce que la plupart du temps c'est même pas des mecs qui viennent du Marais, donc c'est drôle quoi. Est-ce qu'il y a une atmosphère romantique dans le bistrot parisien? Parce c'est qu'ici, très charmant, oui. On est dans une ancienne boulangerie, c'est une boulangerie vraiment façon belle époque, si on peut décrire un peu. On a en vitrine, on a du fer forgé, on a une jolie petite terrasse, et en même temps l'intérieur est, je dirais, ce côté parisien qu'on aime à New York, l'atmosphère romantique, c'est ce qui nourrit un peu ton inspiration? Ah oui, bien sûr. Et même j'ai besoin de me sentir bien là où je suis, là où je vois des gens, c'est hyper important pour moi. J'ai besoin de beauté en fait, et je trouve cet endroit beau, ce quartier beau, donc voilà. Est-ce que quand tu écris, tu vas t'inspirer des personnes que tu vois, par exemple à l'endroit où tu écris, c'est des inconnus? Oui, ça m'arrive souvent, pas tout le temps, mais c'est vrai que ça m'est arrivé parfois d'observer. Il y a un tableau que j'adore, c'est la personne qui mange seule. En terrasse, dans un bistrot parisien, je trouve ça incroyable, je trouve ça vraiment très beau et intéressant à décortiquer. On peut lire plein de choses sur le visage de la personne, si elle apprécie le fait d'être seule ou pas, donc oui, c'est hyper inspirant, ça c'est sûr. D'ailleurs, alors, tu écris souvent dans les cafés? Ça m'arrive d'écrire dans les cafés, ça dépend des moments de ma vie. Et alors moi, je vais prendre soit un allongé, soit un citron pressé. Je suis très citron pressé. J'ai l'impression d'être purifiée. Voilà. Ça nettoie l'intérieur. Voilà, si vous êtes un homme et vraiment vous avez envie de séduire Sarah Denis, eh bien vous lui offrez un citron pressé, elle sera ravie. On a une petite séquence dans ce podcast, c'est un vrai ou faux. Un café au comptoir. Sarah, curieusement, vous n'avez jamais reçu de dick pic sur votre compte Instagram. Faux. Ça arrive trop? Pas trop, mais c'est arrivé souvent. Mais j'ai surtout reçu des nénés, moi.
Des nénés. Des nénés, ouais. Les femmes m'aiment beaucoup. Ouais. C'est une chance. Ouais, pas mal de gros nénés même. Ah ouais. Voilà, ouais. On va dire l'auditoire ou les personnes qui regardent tes followers, c'est plutôt masculin, c'est féminin, comment ça se passe? J'ai 85% de femmes contre 15% d'hommes du coup, mais donc ça fait quand même pas mal d'hommes. D'où les nénés. D'où les nénés. Vos posts Instagram sont politiques et engagés. Oui, vrai. On sent ça, c'est-à-dire il y a vraiment ce côté, une certaine revendication. Oui. Comment ça naît? C'est instinctif en fait, ça vient. Je sais pas. Des fois, c'est comme une envie de mordre presque. Je pense que. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi j'ai longtemps été nourrie par la colère, donc c'est vrai que je pense que ça se ressent beaucoup dans mes écrits. Donc quand je dis une envie de mordre, c'est pas faux quoi. Non, c'est pas faux, non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes écrits qui sont virulents, mais bon, moins aujourd'hui. Mais de toute façon, je pense que dans tous les cas, quand on écrit, c'est forcément un peu engagé. C'est difficile de pas l'être. Parce qu'on est humain, on est entier. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Et je pourrais pas faire les choses à moitié. En tout cas, on voit même cette détermination dans votre regard, en fait, quand vous en parlez. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se mue à l'intérieur. Comme une sorte de flamme ou quelque chose. Bien sûr. Non, mais vraiment, je défends mon beefsteak, quoi. Bah, c'est ça. Enfin, je suis en vie, donc j'ai envie de mordre, quoi. et en même temps, l'emballer d'une certaine douceur. Oui, aussi. Après, I'm Gemini. Ouais. Tu vois. Donc, non, mais c'est vrai que j'ai les deux côtés et je sais être douce. Ça dépend de mes humeurs. C'est comme les personnes. On n'est pas pareil en fonction des personnes. Ce serait un peu triste, finalement. Bah, c'est ça. Alors, selon vous, Bec BD est l'épave fantasmatique de la société française. C'est un vieil écrit, ça. C'est un très vieil écrit. C'est vrai ou c'est faux? J'adorais Bec BD avant. D'ailleurs, il m'a abordé ici au Café Charlot. Mais non. Ouais. J'étais en plein date avec un garçon que j'ai beaucoup aimé. Il a osé. Et en fait, j'avais un beau manteau bleu que mon père m'avait acheté, que j'adorais. Et il m'a dit très beau manteau. En fait, au début, j'entends mais non, mon amour, avec sa voix là qui porte. Il parlait donc à la femme avec qui il était. Je crois qu'il habite juste à côté. Enfin, il habitait. Et en fait, donc je le vois, il me voit, on se connaît pas. Et là, il me fait une remarque sur mon manteau et voilà quoi. Et moi, à l'époque, je l'adorais. C'est plus autant le cas aujourd'hui, mais. Et donc vrai ou faux, l'épave fantasmatique de la société française Oui, bah vrai, oui. D'accord. Vous détestez sortir le soir. Vous êtes une fille du matin. Faux. J'adore sortir la nuit. Je ne dors pas la nuit, donc je ne suis pas une femme du matin. Vous écrivez la nuit? J'écris la nuit. Ou vous n'écrivez que la nuit? J'écris surtout le soir, tard. Ça m'arrive la nuit aussi. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit qui fait que l'univers nocturne devient plus fascinant, plus prenant? Personne, je sais pas, c'est comme quand moi j'habite seule, mais j'ai l'impression que je suis tout le temps sollicitée alors que j'habite seule, et c'est pour ça que j'aime partir seule. Par exemple, là je vais partir à Nice pour écrire, parce que j'aurais l'impression d'être moins sollicitée, alors qu'en soi je pourrais me mettre dans ma bulle chez moi puisque j'habite seule. Et bah c'est pareil la nuit, c'est-à-dire qu'il y a comme cette sensation de l'autre va pas pouvoir me déranger. Il pense que je dors, donc je suis dans cette espèce de bulle d'écriture où je suis complètement libérée, quoi. Il y a une phrase que Charlotte Gainsbourg dit de son père, c'était un solitaire qui détestait la solitude. Tu te reconnais un peu là-dedans? Un peu, ouais. Un peu. Bah, en fait, moi j'avais lu un extrait d'un article que Yann Moix, avait sorti en fait durant le premier confinement, où il disait j'adore la solitude, mais pas quand on m'oblige à la subir finalement. Et c'est vrai que moi c'est un peu ça, dans le sens où j'adore être seule, mais quand je choisis. J'ai remarqué par exemple cet été, quand j'étais dans la Drôme chez mon père, il a acheté une maison là-bas, dans la Pampa, que j'adorais être seule au moment où tout le monde était en activité dans la maison. Mais je pense que j'aurais moins aimé être seule si je sais pas immobile dans l'agitation. Oui, voilà, c'est ça en fait. Mobilis, c'est immobilé.
Un bon mot fait beaucoup plus mal qu'une claque, vrai ou faux? Vrai. Ça vous plaît ça? Ouais. Ah bah bien sûr. Vous en usez C'est une arme même. que vous affûtez? J'imagine, oui. Oui, oui. Il y a un truc que j'ai ressenti en lisant le roman, c'est l'importance de la famille. Elle est omniprésente. C'est quelque chose qui est continu en fait dans ton œuvre, dans ce que tu écris, dans ton inspiration. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est assez... je pense que c'est un peu le cas dans toutes les familles, mais j'ai tellement de personnages différents au niveau des caractères, des personnalités dans ma famille que c'est hyper intéressant. Et ça m'a nourri. Et donc c'est vrai que... alors moi déjà je suis très proche de mon père. Je l'aime plus que tout. Et c'est vrai que... alors lui déjà je pense que le jour où il partira ça va être très compliqué. J'aime ma mère aussi, hein, mais c'est vrai que c'est deux personnes complètement différentes et qui m'ont énormément nourrie, notamment je pense pour l'art, parce que ma mère a cet attrait artistique et mon père un peu moins, il aime lire mais c'est pas pareil. Donc oui, c'est sûr que c'est très important pour moi. Quand on lit l'indélicatesse des mots, on a l'impression vraiment de ça, de ce côté... d'une bourgeoisie où tout est prêt à éclater en fait, mais pas forcément en sanglots, justement éclater comme un feu d'artifice où on se dit, on attend qu'il se passe quelque chose. Comment on sort de ça, de cette sorte, je vais dire emprise familiale, mais c'est pas une emprise dans le côté très négatif du terme, mais c'est-à-dire dans cette influence familiale, ce cocon, comment on arrive à montrer sa singularité là-dedans? Et bah déjà on habite seul, moi c'est ce que j'ai fait, je suis partie quand j'avais 19 ans. J'avais besoin d'habiter seule pour être... Une nécessité? Comment? Une nécessité? Alors, pour plusieurs choses. D'abord parce que moi, ça faisait longtemps que je ressentais le besoin d'être seule, d'habiter seule. Et ensuite parce que ça se passait pas bien avec les conjoints respectifs de mes parents. Et donc ça s'est fait assez précipitamment finalement. Et ça a été incroyable. En fait, c'est comme ça que je suis devenue moi. C'est par mes rencontres, sans l'influence de mes parents sur mes choix. Aussi, mes parents m'ont demandé de travailler. Ils m'ont évidemment proposé de payer mon loyer. C'était une chambre de bonne, et moi j'ai évidemment dit oui, j'ai envie de travailler, quoi. Et je pense que ça aussi, ça a joué comme ça. Ça m'a un peu enlevé le poids des parents qui te font chier parce que tu sors trop, tu dépenses pas ton argent comme il faudrait, etc. Donc ouais, je pense que mon père m'a toujours dit, en se foutant de ma gueule un peu, il m'a toujours dit de toute façon depuis que t'as 14 ans tu me répètes moi je suis une femme de toute façon, presque en m'engueulant, et je pense qu'en fait j'ai toujours eu besoin vraiment de m'émanciper. Mes parents m'étouffaient pas, mais de cette famille qui effectivement a une aura très, très puissante, quoi. Et de vous révéler en femme puissante même, en femme qui écrit et qui a de l'influence, parce qu'on le voit avec la délicatesse des mots. Donc il y a eu le compte Instagram qui est une réussite, il y a eu un premier roman qui tire parti vraiment de ces posts Instagram. Et là, vous parlez d'écrire encore, c'est-à-dire qu'il y a un autre roman, il y a un essai qui se profile. Quelles sont les envies? Alors, déjà, l'écriture du roman a été très difficile. Ça m'a beaucoup coûté psychologiquement, ça a été vraiment éprouvant. Donc c'est vrai que j'ai fait une pause écriture pendant un long moment, mais qui m'a été imposée en fait, dans le sens où j'allais pas bien, donc j'arrivais pas à... aussi facilement. Avant, c'était incroyable parce que dès que j'avais une pensée, elle se transformait en écrit et je l'écrivais tout de suite, ce qui fait que je devais écrire à peu près 15 textes par jour. Tout m'inspirait. Et là, j'ai fait une grosse pause qui a duré un peu plus d'1 an. Et j'ai recommencé à écrire de façon un peu plus légère, justement avec le fameux son qu'on a sorti il n'y a pas longtemps avec Alastair Lane. En fait, je me suis pas prise au sérieux sur ce projet-là. J'ai vraiment fait ça en me disant allez, c'est rigolo, on va tester le truc, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que l'écriture, elle s'est faite assez naturellement. Comme un starter finalement. Ouais. Et voilà. Et en fait, j'aimerais bien continuer comme ça,
que ce soit moins sérieux, parce que je trouve que c'est quand même devenu très sérieux avec cette histoire de roman. J'ai quand même abordé des sujets hyper compliqués, personnels. Et en fait, je suis vraiment allée en profondeur, et je pense que quand on écrit sur soi, finalement, on se surestime un peu, on se rend pas compte de ce que ça va provoquer derrière. Et moi, ça m'a déglingué la gueule. Mais vraiment, je suis rentrée dans une phase d'autodestruction terrible. Vraiment, mais je m'y attendais pas, quoi. Après, mon éditeur à l'époque quand même me disait fais attention, ce serait bien que tu sois suivi et bien entouré. Et moi, je disais mais non, tranquille, y a pas de problème, c'est ma vie de toute façon. Et en fait, quand on écrit, on revit. Et peut-être même en pire, puisqu'on décortique vraiment dans les moindres détails. Moi, je suis allée voir un hypnothérapeute pour vraiment aller chercher tout ce que j'avais enfoui. Donc c'est vrai que c'était vraiment, vraiment compliqué. Et donc, grosse pause d'écriture. Et là, je recommence à écrire donc depuis cet été. Enfin, depuis l'été qui vient de passer, là. Mais tout doucement. Et donc, les projets d'écriture, pour l'instant, c'est... Je viens seulement d'avoir une idée de prochain roman. J'ai laissé le temps aux choses. Je me suis dit, te force pas, ça sert à rien, parce que j'ai pris une agent et elle a envie, parce que je comprends que les choses avancent. Et moi, je lui ai dit, l'inspiration, malheureusement, c'est pas sur commande, surtout après ce que j'ai vécu. Donc là, on a l'idée du roman. J'ai envie de l'écrire, mais j'y vais tranquille. Et pour les chansons, ça, je suis très preneuse. La chanson, j'ai l'impression que c'est une récréation. Ouais, c'est ça. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un côté très littéraire là-dedans. C'est finalement ce qui rassemble le tout. Comment c'est né cette collaboration avec le DJ Alistair Lane ? Il m'a juste écrit sur Instagram. Il m'a dit coucou, tu veux écrire un son avec moi ? J'ai dit ok. Et puis ça a glissé. C'est tout simple en fait. On est d'accord, ce ne sont pas des mots qui sont tirés de post Insta, c'est quelque chose que tu as vraiment écrit pour... Alors, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire un article pour Adopt qui parle justement de la création de cette chanson, qui a une vraie histoire finalement. Donc l'été dernier, j'étais dans la Drôme et en fait, moi j'ai un nouveau processus d'écriture qui n'est pas du tout, vraiment, c'est pas comme avant. Moi, j'aime bien filmer ce qui m'entoure. Dès que je trouve quelque chose d'assez poétique autour de moi, je pense à mes amies qui sont toutes très belles. Tous les gens autour de moi que je trouve beaux, j'adore les filmer. Et donc, je filme une amie qui, en fait, traverse un chagrin d'amour l'été dernier et qui est chez moi, donc. Et en fait, j'ai ramené mon casque Boule Disco que j'avais acheté par hasard sur Internet. Et je lui dis, porte ce casque. J'étais en train de passer l'album de Luigi. Et là, il y a la chanson Monde, qui est ma préférée de l'album, qui passe. Et je me dis, putain, mais c'est tellement beau. Danse sur ça, tu vois. Et essaye de faire un truc sur ce son. Tu t'en fous, improvise. Et mets le casque. Et donc, elle met le casque Boule Disco. Elle commence à danser et tout. Dans une pièce vue sur le Vercors. Magnifique, avec Luigi derrière. Et en fait, je sens toute sa détresse, tout son chagrin d'amour, toute sa douleur dans ses mouvements. Et c'était trop beau parce qu'en plus c'est une pièce qui à ce moment-là est en rénovation, donc ça fait vraiment brut quoi, avec les montagnes derrière, c'est sublime. Et elle est en tristesse totale, mais elle essaie de faire un truc beau, mais c'est beau. Et avec ce casque Boule Disco qui n'a aucun sens, c'est trop stylé quoi. Et en fait je revisionne cette vidéo après. Et là je me dis putain, j'ai des paroles. Et ça va être ton histoire à toi que je vais coller sur ces paroles, sur ces images-là. Et donc la chanson est sortie, les paroles de la chanson, ça parle de cette fille-là en fait. De cette fille-là qui est tellement triste, qui est tellement seule, mais qui en même temps est toujours entourée de gens, qui va faire la fête tout le temps à Paris, dans les discothèques, etc. Mais qui vit un truc mais terrible et qui est invisible à l'œil nu en plus. Donc personne ne soupçonne ça quoi. Et voilà. Et donc cette chanson raconte l'histoire de mon amie. Et c'est marrant, c'est fou. Et donc j'ai posté cette vidéo-là sur les réseaux. Et en fait ça a été tellement douloureux pour elle de se voir avec les paroles qu'elle m'a dit supprime s'il te plaît. C'est trop triste pour moi. Et donc j'ai demandé à une autre amie de le faire. D'accord. Voilà. Et après, donc, j'ai continué d'écrire les paroles pour Alastair. Donc vous êtes restés amis ? On est restés amis. Quand même. Et tout ça est documenté en même temps également sur votre compte Instagram. Une partie en tout cas, certaines photos, j'allais dire presque en temps réel, c'est-à-dire au jour le jour quand vous voyez des choses qui sont belles et qui vous émeuvent. Pas forcément sur le compte La Délicatesse des mots, mais sur un compte personnel.
il y a ce besoin de rendre compte, de montrer un peu, de teaser, ou ça fait quoi en fait quand on partage quelque chose? Est-ce que c'est plutôt c'est pas nécessairement un exhibitionnisme, mais est-ce que c'est une volonté de dire la vie, elle peut être cette Bien poésie sûr, aussi? c'est exactement ça. Et c'est aussi surtout la volonté, je pense, de faire durer l'instant. Parce que tout a une fin. Donc c'est vrai que je m'en suis rendu compte là par exemple il y a une semaine. J'étais pas bien, j'avais pas le moral. Et j'ai commencé à me refaire toutes mes stories fixes en fait, qui partagent à chaque fois où j'ai partagé à chaque fois des moments, mais ça dure quoi, 5 secondes, je sais pas, d'une montagne ensoleillée ou de mon père, enfin bref, je filme vraiment tout et n'importe quoi. Et en fait j'ai commencé à regarder tout ça d'un coup, d'une traite, et ça m'a fait un bien fou, et ça m'a, je sais pas comment expliquer, mais enfin tout à coup c'est comme si ça avait rempli le vide en moi, et je me suis dit oh là là, mais arrête d'être triste, quoi. La vie c'est tellement beau, et il y a tous ces instants-là, il y en aura tellement d'autres encore après. Et je pense que c'est aussi pour ça, c'est pour me rappeler que la vie que je vis, elle est tellement belle, quoi. Enfin, je veux pas l'oublier. Je veux pas l'oublier même dans les moments où je vais mal. Ici on est donc dans un café. Ça me fait penser à quelque chose. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune? Alors, moi je voulais être archéologue. Ouais. Donc aller rechercher dans le passé. Ouais. Chose que vous faites, mais en fait ça... avec votre avec votre vie, quoi. Un peu. Après c'est pas pareil, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'adorais fouiller, trouver des trésors. Ça me fascinait. Et aussi, je voulais être née. Un des deux, voilà. Mais trouver quelque chose, trouver un parfum spécial, ou trouver une pièce enfouie dans la terre. Donc il y a toujours ce truc de recherche, ouais. De trouver quelque chose. Si jamais, là, on disait faut changer de job et travailler soit dans un café, soit dans un bistrot, ou carrément en monter un, eh bien en fait il y a plein de choses à savoir. Et donc là j'aurais 3 questions qui sont très importantes, mais hyper importantes, attention. C'est vraiment, c'est l'interview du siècle. Quelle est la composition d'un cosmopolitain? Le cocktail. Alors. Déjà, moi, je prends jamais de cocktail, donc ça va être compliqué. Je suis du vin. Je bois que du vin. Rouge, blanc? Alors, je fais partie de ces très rares personnes, d'ailleurs, j'en connais pas d'autres, qui boivent du rosé même en hiver. Même en hiver, mais je me suis remise au blanc. Donc, dans le Cosmo, il y a soit de la tequila, soit de la vodka. Il y a de la vodka. Allez, voilà. On en a un. Il y a de la vodka. Il y a de la grenadine. Du citron. Il y a du citron vert. Du citron vert. Elle en a 2 sur 4 pour l'instant. Du citron vert, de la vodka. Et... Merde. Je sais pas. C'est pas grave. Bah non, mais un fruit rouge. Ouais, de la canneberge, cranberry. Cranberry, ok. Voilà. Donc vodka, cranberry, citron vert, Grand Marnier. Ok. Voilà. Deuxième question, attention. Toutes les personnes qui travaillent dans un café sont dans les starting blocks. Quelle est la différence entre une noisette et un café crème? Alors. Oui. Dans un noisette, il y a un petit peu de caramel. Pas du tout. Et dans un café crème, donc il y a du lait. Les deux, c'est la même, non? C'est pareil, en fait, c'est une question piège, non? C'est presque une question piège, c'est-à-dire que c'est presque la même chose, ouais. Mais c'est pas tout à fait. C'est-à-dire que dans un café noisette, normalement c'est un expresso où on va rajouter une cuillère de crème de lait, de mousse de lait, pardon. Ok. Tandis que dans le café crème, il y a beaucoup plus de lait et de crème. Voilà, que dans le café noisette. Donc c'est à peu près la même chose, mais les quantités sont... Putain, je vais mieux dormir cette nuit. Quelle merci. culture, ouais. C'est incroyable. J'en ai un facile, qu'est-ce qu'un canard? Un quoi? Un canard dans un bistrot, tout ça. Un canard. Un canard? Ouais, quand on fait un canard, c'est quoi quand on fait un canard? Un canard dans un café. Toi, tu sais pas. Un canard. Je sais pas.
une Eh idée. bien, Un canard dans un café ou un canard, un canard dans un café. Ouais, Ah, ou- dans le café. Ouais, ou un canard Alors- dans un verre d'alcool. Alors attends. Un canard dans un café, c'est du sucre de canne. Et le sucre, on s'approche. C'est quoi? C'est quand on prend un morceau de sucre et qu'on le trempe dans son café, Ouais. qu'on le mange comme ça, ou qu'on le trempe dans de l'alcool. Ah bon? Ça se faisait beaucoup avant, c'est-à-dire voilà, il y a quelques décennies, pour faire goûter de l'alcool aux enfants. Eh bien, on le trempait dans de l'alcool fort, un sucre, et puis on le D'accord. donnait à boire. Ok. Et on apprend des choses Excellent, avec excellent. ce podcast. C'est quoi la journée type de Sarah Denis? Là, Oula. par exemple, aujourd'hui, c'est se lever aux aurores pour se donner rendez-vous à 7h Bah, du y a matin pas- là, y a pour pas de enregistrer journée cette type. interview. Il n'y a pas de journée type. Là, par exemple, je dois aller chez l'imprimeur pour imprimer donc mes textes que je vends sous forme d'affiches. Ensuite, je dois faire des colis. Ensuite, je dois aller à la poste pour les envoyer. Je dois terminer un article pour Adopt. Ensuite, je dois rencontrer quelqu'un, un journaliste, comme ça, hein, parce que j'aime bien rencontrer des inconnus, vers 17h30. Ça m'arrive souvent, ça, dans mon quotidien, de rencontrer des inconnus. Et puis, ça dépend des jours. Il y a des jours où, en fait, je végète, c'est-à-dire que l'état végétatif, il est hyper important pour écrire. C'est l'inspiration qui Ouais, qui peut parfois venir. juste je lis. Je lis parce que hyper important. En fait, je me rends compte que déjà l'école me manque beaucoup parce que j'ai fait des lettres, j'ai fait des Sciences Po et c'est vrai qu'on lisait énormément. Et donc depuis, Il y a une je suis certaine liberté en fait C'est ça. qu'on ressent dans ta vie. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui se disent waouh, elle a un peu la vie rêvée. Je sais pas ça. Après, c'est vrai qu'il m'arrive de me dire putain, Sarah, quand même, t'as de la chance, tu vois. Enfin, tu peux te faire tes propres horaires, mais je sais pas. En vrai, je sais pas si je suis heureuse. Qu'est-ce qui manque pour le bonheur? Et Et est-ce que c'est une quête est-ce que c'est une quête importante Je finalement? pense que c'était Karl Lagerfeld qui disait ça. Il disait le drame avec un rêve, c'est qu'une fois qu'on l'a réalisé, il nous en faut un autre. Et moi, je suis un peu une éternelle insatisfaite, c'est-à-dire que là, du coup, comme j'ai fait mon livre, en fait, dès que j'ai terminé un projet, j'ai un peu ce truc triste de c'est terminé, il m'en faut un autre. Et du coup, j'ai l'impression de jamais être vraiment heureuse. Mais en même temps, c'est excitant. Et en même temps, c'est C'est excitant. hyper excitant. Parce qu'il y a plein de projets qui naissent comme ça. L'actualité en ce moment de Sarah Denis, c'est ce titre avec le DJ Alistair Lane, Yeah. un roman d'amour, et qui est écoutable, disponible partout, et on peut danser dessus. Merci beaucoup Sarah Denis Merci d'avoir à participé vous. à ce podcast, et on va prendre à présent un café au comptoir. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café.